Salut, c'est Hakim, bienvenue sur cette chaîne. Installez-vous bien, je vais vous raconter un petit peu, je vais présenter un petit peu tout ce que j'ai pu faire. Donc moi, je suis artiste, je fais de la peinture. Toujours un peu bizarre de dire je suis artiste, je fais de la peinture, mais c'est la vérité. Donc je vais revenir un peu sur ce que je fais, quoi. Pour faire simple, je suis passionné de dessin, je suis passionné de peinture. J'ai eu une première partie de ma vie où je faisais beaucoup de fresques murales, des graffitis, des choses comme ça, mais c'est pas sur ça que je vais concentrer le contenu de cette chaîne, en tout cas je pense. Euh, je vais surtout raconter qui je suis, ma passion pour la peinture et le dessin, quel a été mon parcours pour me professionnaliser dans ma pratique, quels moyens j'ai trouvé pour pouvoir en vivre, parce qu'il faut savoir qu'on n'est pas des milliers à vivre de l'art en fait. C'est quelque chose d'assez compliqué. D'ailleurs, des fois, je fais un peu le parallèle avec les gens qui font de la musique. C'est compliqué en fait. Il y a l'image que les gens renvoient, mais après, il y a la réalité des choses. Donc moi, j'ai trouvé des moyens pour pouvoir en vivre et je vais un petit peu raconter ça sur cette chaîne. Après, il y a un truc qui est super important pour moi, c'est de dire la vérité. C'est-à-dire vraiment raconter les vrais trucs. C'est-à-dire qu'il y a des fois où ça s'est pas bien passé, il y a des fois où ça s'est très très bien passé, il y a des moments où j'ai fait des bons choix, il y a des moments où j'ai pas fait du tout des bons choix. Et ça, je vais le dire. Je vais sans aucun souci le partager. J'ai pas peur de partager ça en fait. Donc j'ai vraiment envie de garder cette authenticité dans ma manière de raconter mes trucs. Pareil pour tout le contenu que je vais mettre sur la chaîne YouTube. Je vais mettre pas mal d'images d'illustration, des photos, des choses comme ça. C'est la vérité. C'est-à-dire que je ne vais pas prendre des vilaines images de banque, d'images pour illustrer des trucs. C'est la vérité. Donc, c'est important pour moi de transmettre ça. Euh, Pourquoi je le fais? Parce que déjà, j'ai envie. Et en plus, parce que je pense que c'est cool en fait de donner un petit peu, de raconter un peu tout ça, c'est-à-dire de partager. Je trouve que c'est important de partager. J'aurais trop aimé, quand j'étais plus jeune, me poser avec quelqu'un qui a, on va dire, 20 ans d'expérience d'avance sur moi et qui me dise un peu, ok, qui me vas-y, assis-toi, ça, fais attention à ça, ça, faut que tu le fasses, faut que tu mettes beaucoup d'énergie dans ça parce que c'est ça qui va te ramener des projets. Donc j'aurais trop aimé qu'on me dise ça. Donc c'est ce que je vais faire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une pratique que j'ai découvert totalement par hasard et qui a complètement changé la donne pour mon parcours et pour on va dire, l'aspect professionnel de ma pratique artistique. Cette pratique, c'est la personnalisation sur cuir, c'est-à-dire le fait de peindre à l'acrylique et au pinceau sur des objets en cuir, alors surtout pour l'industrie du luxe, genre de la maroquinerie, donc tout ce qui est sac à main, porte-monnaie, porte-stylo, etc. Et donc, j'ai découvert ce truc-là totalement par hasard et ça va tout changer sur les années qui vont venir. Alors, je vous fais un peu le topo sur la situation de base. Donc moi, à cette époque-là, on doit être en 2015 ou 2016, je ne sais plus exactement, mais c'est dans ces eaux-là. Donc moi, à ce moment-là, je suis graphiste, hein, directeur artistique graphiste dans une agence de communication web dans Paris, enfin dans Paris, dans la région parisienne. C'était cool, hein, moi ça me plaisait, c'était plutôt sympa, mais j'étais pas passionné par ça, je me voyais pas faire ma vie là-dedans, ça me saoulait un peu et j'étais pas trop un mec des boîtes quoi. D'ailleurs, si mes collègues ils voient cette vidéo, ils pourront témoigner pour certains, j'étais pas fait pour ça. Même si j'étais je pense un bon élément puisque j'ai toujours été quelqu'un qui bosse dur. Donc en fait, moi j'étais graphiste DA dans la com, comme plein de gens en fait, hein, pas passionné. Et à côté de ça, mais bien avant d'être dans le graphisme, j'y reviendrai peut-être sur une vidéo pour raconter un petit peu tout ça. Bien avant ça, moi j'ai toujours été passionné par le dessin. Enfin, comme beaucoup d'entre vous certainement qui regardez cette vidéo, depuis que je suis je sais pas, à la maternelle, je fais de la peinture. Moi je disais que je voulais être artiste peintre en maternelle, hein. Donc j'ai toujours voulu faire ça, mais je ne savais pas exactement bien sûr comment appliquer ça dans une vie professionnelle.
Mais donc moi, j'ai été passionné par tout ce qui est graffiti et les peintures de ce genre-là, même si c'est pas forcément la thématique de cette chaîne. Et donc j'ai toujours fait ça et j'ai commencé même à faire des petites décorations, des petits projets par-ci par-là et je me débrouillais. Donc ça s'est professionnalisé petit à petit, c'est-à-dire que j'avais des projets de plus en plus intéressants, des fresques pour des, je sais pas, des restaurants, des choses comme ça. Mais on va dire que c'était à une échelle assez raisonnable, mais ça s'intensifiait un petit peu. Donc je faisais un petit peu les deux en même temps. J'avais un profil de, comment on appelle ça? Non, un statut. J'avais le statut de, j'étais inscrit à la Maison des Artistes comme plein de gens. Pareil, c'est les grands classiques de gens qui ont le même parcours que moi. Donc j'étais à la Maison des Artistes. D'ailleurs, j'étais pas sérieux du tout avec la Maison des Artistes. J'ai fait n'importe quoi au niveau des déclarations, etc. C'était n'importe quoi. Petit clin d'œil à Kevin qui était dans la même situation que moi. Donc voilà, je faisais ma petite vie. Donc j'avais un peu mes deux trucs. J'avais mon salaire de graphiste et puis j'avais mes petits projets par-ci par-là facturés avec des marques ou des restaurants. Alors pas vraiment des marques en vérité. Il y avait une ou deux marques, mais c'était vraiment du hasard total. Euh, mais je faisais mes deux trucs à côté, quoi. Et, euh, et en fait, il y avait pas. Ça se passait bien, mais c'était pas régulier, quoi. C'était pas régulier. C'était assez dur à suivre, c'est-à-dire que j'avais des. Je devais gérer les deux en même temps, ce qui était assez compliqué. Donc j'arrivais vraiment très tôt au boulot le matin. Je repartais très tard le soir parce que je gérais un petit peu les deux trucs en même temps. Et d'ailleurs, pareil, c'est un truc un peu classique pour les graphistes, je pense, qui sont un peu indépendants à côté. Bah, c'est de faire un petit peu manager ces deux trucs en même temps. J'ai une pensée pour vous, les gars. Accrochez-vous parce que c'est toujours comme ça qu'il faut faire. Moi, je trouve que c'est plus malin, même d'ailleurs, de gérer cette phase transitionnelle avant de se lancer vraiment, plutôt que paf, se lancer un petit peu dans l'inconnu. Même si c'est un peu ce que j'ai fait. Mais ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Donc, complètement par hasard, euh, je reçois une demande à travers un site internet que j'ai monté, que j'ai créé. Je crois que c'était le site sur moi en tant qu'artiste, enfin, etc. Un truc un peu balourd, mais qui se concentrait vraiment sur mes fresques, mes projets, mes dessins, mes murs. Et donc, voilà, j'avais ce petit site qui se référençait un petit peu sur Google parce que je pense qu'il n'y avait pas des milliards de sites déjà à l'époque sur, on va dire, un profil artistique. Et donc, par hasard, il y a quelqu'un du service marketing d'une agence événementielle qui travaille plutôt avec des marques de luxe qui me contacte et qui me dit bonjour, voilà, on cherche un artiste pour personnaliser je crois que c'était des étuis à stylo. Non, c'était des étuis à stylo, c'est sûr, parce que de toute façon, je vais retrouver les photos. Et les photos, d'ailleurs, je vous les montre. Hein, je vous mets des choses pendant que je parle. Soit je le mets à côté, là, soit je le mets sur toute l'image. Je suis en train de. C'est ma première vidéo, les gars. Donc, je suis pas du tout au point pour le moment, mais je m'en fous, je me lance. De toute façon, l'idée, c'est de transmettre un petit peu tout ça. Donc, tout ça va s'améliorer par la suite. Donc, bref, j'ai cette petite nana qui me contacte, complètement zappé son nom, qui me dit voilà, je travaille pour telle agence, on a un événement dans quelques jours, je pense que c'était 3 semaines après, un mois après, et on aimerait bien un artiste pour faire de la personnalisation sur ses études. Alors, moi, je suis un petit peu, je sais pas, je suis un peu perplexe, je sais pas trop quoi penser, mais c'était un plan, donc c'était intéressant pour moi parce que voilà, c'est toujours cool. Je savais que c'était une marque de luxe. Je crois qu'elle m'a pas dit tout de suite quelle était la marque. Ils aiment bien jouer un petit peu l'ambiguïté parce qu'en fait, ils ont peur que nous, les artistes prestataires, on aille un peu court-circuiter l'agence et qu'on aille voir en direct la marque. Ce que j'allais absolument pas faire, mais en gros, c'est pour ça que en général, les agences d'air, honnêtement, faut essayer le plus possible de ne pas passer par des agences événementielles. Alors, il y a des fois, on n'a pas le choix, surtout au début, on n'a pas le choix parce qu'on n'a pas le réseau. Eux, ils ont les contacts, ils se mettent sur des appels d'offres, sur des compètes. Parfois, ils gagnent ces compètes-là et donc là, ils font appel à des prestataires. Mais ces agences-là, c'est des gens qui se font du beurre sur les artistes. Alors, c'est normal, c'est le principe d'une agence. Donc, moi, j'aurais jamais eu ce client si j'y avais pas eu cette agence. Mais on va dire qu'il y en a qui sont plus ou moins gourmands, quoi. Et je sais qu'ils sont souvent très gourmands. Ça tourne aux 40% qu'ils prennent pour eux, voire même 50%. Ce qui me paraît énorme.
Bon, ça, c'est des trucs que j'ai compris un peu par la suite, mais que je vous donne direct. Donc bref, moi j'étais content, je vais dire la vérité, j'étais content, ça me permettait d'accéder à une marque de luxe. Pour moi, c'était déjà ouf. J'apprends plus tard que cette marque, en fait, c'est Montblanc, donc la marque qui fait. J'ai des potes qui me charrient, qui disent ah ouais les desserts, les crêpes desserts. Non, c'est pas ce Montblanc là, donc c'est le Montblanc plutôt côté stylo de luxe et aussi beaucoup de maroquinerie en vrai. Je savais même pas qu'ils faisaient de la maroquinerie à cette époque. Et, euh, et donc voilà, elle me fait un petit brief comme ça là-dessus. Elle me dit voilà, on a besoin qu'il y ait un artiste qui soit là pour le lancement d'une nouvelle collection qui s'appelle Montblanc Urban Spirit, donc on va dire une collection un peu orientée street. Et donc c'est pour ça qu'elle est arrivée sur mon site à l'époque, je pense. Et donc on a besoin que cet artiste, il ait un espace, il ait une table un peu comme ici, avec son matériel et qui personnalise en direct de la soirée de lancement de cette collection qui se tenait dans une galerie parisienne. Si je retrouve le nom de la galerie, je vous la donnerai. En gros, ils ont occupé un espace, une galerie, avec différents artisans qui étaient installés là. Un qui est spécialiste du cuir, qui venait d'Italie. Un autre qui était un calligraphe, enfin, qui est toujours un calligraphe, qui s'appelle Nicolas Ouchnir, d'ailleurs, qui est un excellent calligraphe que moi j'admire beaucoup et que j'apprécie beaucoup. Je pense que je l'admirerais moins si je ne l'appréciais pas. C'est vraiment quelqu'un de bien et en plus c'est quelqu'un de talentueux, ce qui ça va de toute façon souvent ensemble. Donc bref, ils avaient un peu organisé tout ça avec tout un tas d'animations, etc. C'est un événement de lancement de collection, donc ils font venir des VIP, ils font venir des acteurs, des comédiens, des comédiennes, le directeur artistique de l'époque de Montblanc, la presse, etc. Donc je crois que c'était un événement régional, hein, ça se tenait à Paris, mais c'était un lancement qui comptait un petit peu pour l'Europe. Et donc j'étais censé avoir mon espace, comme ça, une table avec du matériel et on va dire personnalisé dans un esprit un peu street, un peu, enfin ce qu'ils recherchaient, les initiales des invités qui repartaient avec un petit cadeau. C'est aussi le truc que font les marques pour attirer les gens dans leur soirée, c'est offrir un petit quelque chose, un petit truc aux invités. Blogueurs, influenceurs, journalistes, clients VIP, etc. Donc moi, je reçois ce brief, je ne sais pas du tout, j'ai jamais fait ça, je ne sais pas du tout comment je vais faire ça, mais je sais que je vais le faire. Donc moi, je dis, ouais, pas de souci, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, je pense, et c'est un truc qui a fait la différence pour moi, pour toute la suite, et qui a, je pense, éliminé pas mal de gens sur pas mal de trucs que j'ai proposés, c'est le côté super professionnel. Euh, C'est-à-dire que j'ai été hyper pro dans ma manière de m'exprimer, dans ma manière de fonctionner, dans la manière de présenter des pistes créatives, des dessins, des options, la réactivité, etc. Et ce fonctionnement se rapprochait pas mal, je m'en étais beaucoup inspiré de ce qui se faisait quand je travaillais dans des agences de graphisme et de publicité. Donc s'inspirer de leur manière de fonctionner, de présenter les choses, de réagir, etc., de communiquer, en fait, de comprendre même ce que veut la marque et le lui proposer. Je pense que c'est un truc qui a fait vraiment la diff pour que les clients et les agences aient une perception de moi qui soit de qualité. Donc là, je reçois ça et je pars sur des expériences diverses et variées. Je vais chez Rougier et Play, fille du Calvaire à Paris. J'achète tous les marqueurs. Bon, de toute façon, moi, il y a plein de marqueurs que je connaissais déjà. Mais là, il y avait un petit enjeu parce qu'il fallait que je trouve vraiment la peinture qui soit adaptée pour le cuir, c'est-à-dire qui sèche quand même assez vite, qui couvre bien, qui puisse être assez fin pour que je puisse faire des détails et surtout qui résiste. Moi, je sais que le truc que je cherchais le plus et que je vérifiais le plus, c'était que ça résiste. Donc en fait, il m'avait envoyé un échantillon de cuir et puis j'avais fait des esquisses, des sketchs, des choses comme ça. Je me rappelle d'ailleurs, je l'avais fait au boulot. Personne n'avait calculé. J'avais pris des pauses et puis je faisais avec des marqueurs, je faisais des trucs. Et donc je faisais des zigzags, des trucs et je laissais sécher. Et après, je malmenais le cuir pour voir s'il résistait. Je le grattais, je faisais des choses. Et donc j'ai identifié des marqueurs et des peintures qui résistaient bien. D'ailleurs, pour l'info, donc c'était le truc qui a le plus marché pour moi à cette époque-là. Après, j'ai trouvé quand même plus intéressant en termes pratiques. En tout cas, en termes de résistance et de vitesse de séchage, j'ai trouvé que les marqueurs Krink avec de la peinture enfin, mélangée acrylique et alcool,
les K42. Ils étaient hyper adaptés, ils avaient des pigments magnifiques, des couleurs super belles. Donc j'ai vraiment kiffé ces marqueurs parce qu'ils avaient toutes les qualités que je recherchais. Le seul petit problème, c'est que les mèches, les pointes étaient vraiment épaisses. Donc fallait être un peu astucieux sur comment les utiliser pour pouvoir faire des traits suffisamment fins. Alors après, c'était un peu brut ce que j'avais fait, je trouve. Je vous mettrai des images. Les traits sont assez épais, on n'a pas affaire à quelque chose d'hyper fin et d'hyper soigné. Ça, il y avait un côté un peu brut, ce qui marchait, puisque eux, ils étaient vraiment dans une vision, je pense, un peu stéréotypée de ce qu'ils appelaient l'urbain, et donc ça marchait. Après, moi, je me suis positionné sur autre chose que ce qu'on va appeler l'urbain avec des guillemets, et être plus sur de la calligraphie, sur des illustrations un petit peu plus, un peu différentes, quoi. Donc, on va dire que pour ce que je voulais faire, ça marchait bien. Donc j'ai fait tout un tas de tests, etc. Ce qui est cool aussi, c'est que en fait, j'ai compris un peu quels événements ils voulaient créer. Ils m'ont demandé par hasard si j'étais capable de faire aussi un photocall, c'est-à-dire un arrière-plan pour que les gens puissent se prendre en photo, que ce soit un peu plus cool que les photocalls classiques avec des logos. Et ils voulaient un truc super punchy en termes de couleurs, etc. Donc ça, je leur ai fourgué ça. J'ai fait ça aussi. J'avais un petit atelier à l'époque où j'ai pu faire ça. Et même aussi d'ailleurs des illustrations vectorielles, c'est-à-dire des dessins qui sont vectorisés. Mais je sais que pour la nouvelle génération, c'est facile à comprendre ça. À l'époque, j'avais du mal à expliquer ça aux gens. Donc c'est fait sur Illustrator, c'est du vectoriel, et donc c'est très adapté pour faire du sticker et du marquage et des décorations. Donc ils ont utilisé ça un petit peu à différents endroits de la galerie. Bien sûr, ça a été facturé en plus, tout ça. Donc c'était plutôt cool, c'était un billet plutôt sympa pour moi à cette époque. Et en plus, un projet un peu excitant, un peu intéressant, un peu nouveau pour moi. Donc le jour J arrive. Alors je trouve que j'étais pas encore au point parce que en termes de tenue, j'étais pas au top. Même physiquement, j'étais pas bien rasé. Je me présentais. J'aurais pu faire mieux, quoi. C'est quelque chose que j'ai vraiment amélioré par la suite. La présentation, la qualité de la présentation, parce qu'on est quand même dans l'environnement du luxe et donc l'image est importante, ce qu'on renvoie est important. Je dirais même que c'est presque que ça le luxe finalement, c'est-à-dire l'image qui est renvoyée. Et je pense que j'aurais pu faire mieux. Je vous montrerai, c'est naze, franchement, j'ai des cheveux qui poussent. En plus, j'avais déjà la calvitie qui commençait. Enfin, c'était pas joli. Un vieux polo tout naze, un jean. Bon, bref, vraiment pas au top au niveau présentation, mais c'est pas grave, c'est des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend. Mais par contre, en termes de ce que j'ai pu fournir et puis de la relation que j'ai pu avoir avec les gens que j'ai rencontrés, ça c'était top, ça s'est très très bien passé. Même moi, c'était super agréable en fait, parce que en fait, moi j'ai toujours été habitué à peindre sur un mur ou sur autre chose avec des écouteurs ou avec des amis ou quoi. Mais finalement, assez peu à être en contact avec les clients et les gens. Et en plus, ça peut permettre d'être en relation avec des gens très très différents les uns des autres. Ça, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup. Donc ça s'est hyper bien passé en vrai. Moi j'étais content. Ça a duré, je pense, ouais, 4 heures, un truc comme ça. D'ailleurs, j'y reviendrai après, mais du coup, j'ai rencontré des gens ce soir-là, notamment le calligraphe Nicolas Houchenir qui travaille avec cette marque depuis, enfin, qui travaillait avec cette marque depuis de nombreuses années et qui a assez directement apprécié ce que je faisais. Et c'est un truc qui m'a beaucoup, pas touché, je vais pas faire mon fragile, mais on est à Paris, on sait très bien comment est Paris. On sait aussi comment sont les artistes entre eux, c'est pas forcément toujours bienveillant. Et donc, il aurait pu voir en moi quelqu'un qui vient concurrencer, quelqu'un qui vient faire. Enfin, voilà. Au contraire, c'est-à-dire que je suis tombé sur quelqu'un d'hyper cool, qui a vu tout de suite les proximités de création entre ce que lui fait dans la calligraphie et ce que moi je faisais dans le graffiti. Et donc, c'est-à-dire il y a un amour pour la lettre, il y a une exigence pour la lettre. Et donc, du coup, ça, c'est, en vrai, ça, c'est le même langage. Pour moi, de toute façon, c'est de la calligraphie, en vérité, en tout cas dans ma perception des choses. Et donc, du coup, on s'est bien entendu. Il m'a même dit, ah, tu peux me faire un truc sur mon sac. Enfin, bref, super cool. Ça a, je pense, même aidé à ce que les gens me perçoivent d'une certaine manière. Et c'est devenu quelqu'un avec qui j'ai des relations amicales et on se tient au courant de temps en temps de ce qu'on fait. Donc, voilà, super expérience pour moi. Ça m'a permis aussi de comprendre que, voilà, là, il y avait un nouveau truc pour moi, en fait. C'est-à-dire que les marques ont besoin de ça. C'est aussi pour ça que je fais cette chaîne, pour montrer il y a une voie qui est là que peu de personnes connaissent finalement, en tout cas chez les jeunes, on va dire, passionnés d'art et de calligraphie et de choses comme ça.
C'est-à-dire que c'est une des voies d'application de ce qu'on fait qui correspond à un besoin des marques. C'est quelque chose qui est très important quand on fait quelque chose de commercial, parce que c'est commercial, il ne faut pas l'oublier. C'est de quoi les gens ont besoin, en fait, de quoi les marques ont besoin. Et donc ça correspond à un besoin de certaines marques, bien sûr pas toutes. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'événements qui font la vie des marques, ouverture de boutiques, création lancement de collection, anniversaire de collection, anniversaire de la marque, etc., etc. Il y a tout un tas de trucs, fête des pères, Noël, Saint-Valentin, il y a tout un tas d'événements comme ça dans la vie des marques. Et les marques ont besoin en fait d'organiser des choses autour de ça, qui est de la vie. Autre besoin qui concerne plus spécifiquement le luxe, en fait, ils ont besoin de prendre soin des clients. En fait. C'est-à-dire que les clients vont mettre beaucoup d'argent, parfois vraiment à des proportions que moi je ne comprends pas, dans des objets qui sont finalement des objets qui n'ont pas une valeur réelle si incroyable que ça. Qu'est-ce qui ressemble plus à un sac de luxe qu'à un sac de luxe? Donc bah, ça peut être des petites initiales, une petite calligraphie, un peu comme un petit tatouage discret, quoi. Et puis ça s'inscrit aussi dans la tradition du luxe, en fait, c'est-à-dire mettre des monogrammes, des initiales. Voilà. On montre à la cliente, au client qu'il est quelqu'un de particulier, on prend soin de lui, il est quelqu'un d'exceptionnel et d'unique. Donc ça, c'est un vrai besoin et c'est quelque chose que j'ai compris assez vite. Je le raconterai dans une autre vidéo. Cette expérience, elle m'a complètement changé la donne parce que je vais me spécialiser là-dedans. Je vais devenir encore plus technique. Je vais pousser les outils qui m'intéressent. Je vais trouver les peintures adaptées. D'ailleurs, il y a une marque spécifique pour la personnalisation du cuir qui s'appelle Angelus. Pareil, ça, j'en reparlerai plus en détail. Donc, je vais aller beaucoup plus loin, moi, dans la qualité de ce que je propose. Je vais affiner aussi ma stratégie, c'est-à-dire que moi, ce qui a fait que ce client il vienne à moi, c'est pas du tout pour mes beaux yeux ou mes belles lunettes ou ce qu'on veut, c'est le référencement naturel sur Google, c'est-à-dire que c'est à travers ce site que j'avais fait au départ pour juste montrer ce que je faisais, que j'ai compris qu'en fait son contenu me permettait d'atteindre des gens. Et donc c'est vraiment le truc que je vais pousser par la suite. D'ailleurs, je vais créer un site spécifique par la suite qui s'appellera Graffeur Paris et qui va travailler sur le contenu pour tracter toutes les demandes qui tournent autour de ce que je faisais, notamment la personnalisation. Et aujourd'hui, donc ce site existe toujours, Graffeur Paris, et on va dire 80% de l'activité de ce site, c'est de la personnalisation. Là, il y a un lien de fou entre ce truc-là qui est arrivé par hasard il y a quelques années, on va dire 7-8 ans, et ce que je fais aujourd'hui en fait. Et d'ailleurs, Montblanc, ce qui est marrant, c'est que la RP internationale, donc relations presse de Montblanc de l'époque, elle m'a contacté après l'événement pour justement, elle a court-circuité l'agence événementielle. Elle a dit bon, on va travailler en direct avec toi. Moi, j'avais pas d'accord spéciaux avec l'agence. Donc j'ai dit OK, et donc on est parti après sur plein d'événements, même en dehors de la France. Ça a été mes premiers voyages, on va dire, rémunérés en tant qu'artiste, où dans un premier temps, j'ai fait des trucs à Londres, après j'étais à Barcelone, après j'étais à New York, Dubaï. C'est à travers mes projets avec cette marque que j'ai découvert la ville de Dubaï et tout le potentiel qu'il y avait à Dubaï pour ce genre de demande. Et ça m'a même amené plusieurs fois en Inde, toujours avec Mont Blanc. Mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard, euh, parce que j'ai pas envie de tout balancer dans la première vidéo. Donc on a le temps de faire connaissance. Moi, j'ai le temps d'expliquer un petit peu tout ça. Et d'ailleurs, Dubaï, ce qui est drôle, c'est que je découvre Dubaï à travers Mont Blanc, où je fais plein d'événements. Je me lie d'amitié avec l'équipe marketing sur place. Je fais un petit coucou à Isabelle. Je reviendrai souvent à Dubaï pour travailler avec l'équipe marketing du Moyen-Orient de Mont-Blanc. Je ferai aussi mes projets dans la région de personnalisation majoritairement. Et quelques années plus tard, c'est-à-dire l'année dernière, je m'y installerai. Alors pas du tout pour les mêmes raisons que tous nos amis influenceurs et compagnie, c'est vraiment uniquement sur le côté d'entreprise, quoi. C'est-à-dire c'est l'un des meilleurs endroits pour répondre à la demande de personnalisation sur cuir. Voilà pour cette première vidéo. C'est un peu nouveau pour moi. C'est hyper pas naturel pour moi de parler à une caméra.
c'est super naturel pour moi de me lier aux gens, de discuter avec les gens. C'est quelque chose que moi j'aime beaucoup et je trouve que c'est hyper important cette notion de rencontre et d'échange. Là, ce qui me motive, c'est de partager tout ça avec vous. Ça me permet aussi, c'est un petit plaisir pour moi de ressortir les vidéos, les images de toutes ces expériences-là. Je sais que ça va me faire plaisir de regarder ça dans quelques années euh, et d'avoir ça de disponible sur YouTube. Ça me permet aussi de dire aux gens, tu fais quoi toi dans la vie? Et leur dire, bah, tu sais quoi, va sur ma chaîne et tu découvriras ça. Ça me permet de transmettre un petit peu tout ça. Donc rendez-vous sur les autres vidéos. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des réactions, vous avez les commentaires pour les poser. Je ferai en sorte d'y répondre. Et même si vous avez des questions, des suggestions de vidéos pour la suite, il ne faut pas hésiter. J'ai déjà un petit planning que je vais essayer de suivre. Euh, mais voilà, en tout cas, merci beaucoup. À bientôt et bonne journée à tous. Ciao.